Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la Fondation pour l'innovation politique. Pour cette nouvelle discussion, j'allais dire nouveau débat, je ne sais pas si c'est une discussion peut-être sur un livre particulièrement important, le livre de Jean-Michel Blanquer, L'école de la vie, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, avec une sorte de sous-titre qui est porté sur la couverture pour que chacun puisse réussir. C'est un sujet qui est évidemment central, personne ne peut le contester, même si les évaluations qui sont faites sur l'état de l'école et sur les moyens d'améliorer le fonctionnement de ce service public essentiel font l'objet de beaucoup de discussions. Très heureux d'accueillir Jean-Michel Blanquer à la Fondation pour l'innovation politique pour cette discussion. Je vais présenter Jean-Michel Blanquer, mais je voudrais d'abord remercier également les personnes qui ont bien voulu s'associer à moi pour cette discussion et qui sont présentes ce matin. D'abord Camille Bedin, qui est secrétaire générale adjointe de l'UMP, en charge des questions éducatives, et qui est élue à Nanterre, qui est une terre aussi d'expérience et d'observation, dont on a déjà eu l'occasion de parler, on en reparlera peut-être tout de suite. François Garçon, que nous avons déjà reçu il n'y a pas très longtemps pour son livre sur le système éducatif suisse. François Garçon est historien, enseignant-chercheur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il dirige le master qu'il a par ailleurs fondé, le master 2 professionnel cinéma, télévision, nouveaux médias. Et Julien Gonzalez, qui est responsable des affaires économiques d'un syndicat professionnel, ça se dit comme ça, et qui a été, quand il était étudiant, un stagiaire remarqué à la Fondation pour l'innovation politique, et qui est devenu un auteur de la Fondation pour l'innovation politique, sans rapport avec le sujet ou sans rapport immédiat ou direct. Peut-être que Julien en trouvera un, mais il a écrit une note sur l'émigration, sur les départs, et non pas sur l'immigration, et dans une note au titre amusant « Trop d'émigrés ?» point d'interrogation. Voilà. Je voudrais commencer par dire un mot rapide sur Jean-Michel Blanquer, l'auteur de ce livre « L'école de la vie », que je remercie encore vivement d'être avec nous ce jour pour cette discussion. Jean-Michel Blanquer a un parcours, une biographie presque impossible à séparer de l'école, en fait. C'est ce qui frappe quand on suit votre parcours. D'abord, vous êtes un professeur de droit public. Vous avez été recteur de Guyane, recteur de Créteil. Vous avez été directeur général de l'enseignement scolaire, qui est un poste particulièrement important et véritablement central, on peut le dire. Vous avez été aussi membre du cabinet d'un ministre, et vous êtes aujourd'hui directeur général du groupe ESSEC. Et c'est un parcours qui est entièrement lié à la question de l'école, je dirais sous tous ses aspects, et à tous les moments de cette grande institution. Et en même temps, on retrouve ça dans votre livre. C'est un livre, je trouve là, singulier, original, parce qu'il a des aspects, il est très professionnel. C'est un livre très documenté, avec beaucoup de sources qui sont puisées dans les sciences cognitives ou les sciences de l'éducation. Donc il y a cet aspect évidemment très documenté. Puis en même temps, il y a un aspect de témoignage personnel, de récit, qui fait que pour ma part, j'ai souvent eu le sentiment, en lisant ce livre, de reconnaître, je pense que c'est une référence qu'on peut accepter avec plaisir, hein, de reconnaître Émile Durkheim, très souvent dans ce livre, l'aspect, je dirais, socialisant, fondamentalement socialisant qui est donné à l'école et sur lequel, pour ma part, je suis entièrement d'accord. Et puis, il y a parfois les aspects un peu lévi-straussiens, notamment ce récit que vous faites de votre séjour en Guyane et des expériences très fortes que vous en avez retirées. Et tout ça, vous ne le séparez pas, vous ne trouvez pas tout cela morcelé, éclaté, sans rapport, puisque dans ce livre, ce que vous apportez aussi, c'est l'éclairage de toutes ces expériences très diverses pour nourrir une réflexion, un diagnostic de l'école, et puis des propositions très, très concrètes, dans un style qui est toujours très retenu
D'ailleurs, vous vous en expliquez à un moment donné, en quelque sorte, puisque vous dites que vous ne croyez pas au discours fracassant qui, plutôt que de faire avancer les choses, vont bloquer les acteurs, stigmatisant les uns, blessant les autres, etc. Et puis de temps en temps, il y a quelques moments quand même où on sent que là, non, là, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire de manière très sèche que ça n'était pas possible. Voilà. Donc, merci d'être avec nous, Jean-Michel Blanquer. Je vous propose, si vous voulez bien, de nous dire en introduction quelques mots sur votre idée de l'école, sur le projet du livre, sur ce livre. Et puis ensuite, nous allons les uns et les autres très simplement vous interroger, réagir à vos propos. Et surtout, comme je l'ai indiqué, nous allons nous efforcer d'intervenir très librement pour que ce ne soit pas trop contraint, pas trop figé. Hein. L'exercice est un peu compliqué parce que c'est une table comme ça, mais enfin, on devrait pouvoir y parvenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là. C'est évidemment toujours très agréable d'être lu et de pouvoir d'abord entendre ce que je viens d'entendre, mais ce qui est déjà le signe d'une lecture approfondie, et puis de pouvoir en discuter des idées qui sont là dans la tradition du débat d'idées dont on a tellement besoin justement pour faire avancer l'école. Donc merci de me donner cette occasion. Ce livre s'appelle « L'école de la vie ». C'est finalement polysémique. Derrière ce mot de vie, je mets beaucoup de choses. Mais d'abord, finalement, l'idée d'un optimisme, c'est-à-dire l'idée que l'école, ça ne doit pas être le sujet gris, parfois un peu triste, tel qu'on le voit dans le débat public, ou même l'objet de querelles fatigantes qui ont un peu épuisé le sujet même au cours des décennies passées. Mais c'est au contraire un sujet de vitalité, puisque par définition, ça concerne surtout les enfants et les adolescents. Et on a besoin dans notre pays aujourd'hui de montrer qu'il y a un modèle français éducatif possible, il y a un optimisme français possible sur ce sujet. D'ailleurs, pas seulement parce qu'on s'est levé de bonne humeur, mais parce qu'il y a des exemples concrets qui existent, de choses qui marchent bien, et qu'en plus, on peut regarder d'autres pays, s'en inspirer et avancer. C'est un système complexe, souvent caricaturé avec l'expression mammouth, et j'ai aussi essayé de dépasser cette approche un peu immobiliste du sujet, souvent fataliste, en disant l'école de la vie, c'est l'école de la capacité à dépasser les conservatismes, les immobilismes au service des enfants. Mais le mot « vie » renvoie aussi à la forme du livre, vous l'avez dit, c'est-à-dire le fait que j'ai souhaité dire qu'il ne faut jamais opposer théorie et pratique, jamais vision globale et vision précise, mais au contraire les relier en permanence. Et j'ai essayé que la forme s'accorde avec le fond. C'est pour ça que j'ai alterné en effet des chapitres qui parlent de la maternelle, de l'école élémentaire, du collège, du lycée, de tous les sujets concrets de l'école, mais en même temps avec des chapitres peut-être plus vivants, portant sur des expériences que j'avais connues personnellement et qui viennent l'illustrer. Donc l'école de la vie, c'est aussi ça. Et c'est aussi ça signifie aussi que, évidemment, je ne suis pas le même à la fin de l'expérience que j'ai pu avoir sur le sujet qu'au début. C'est l'expression courante école de la vie veut dire aussi cela. Et puis enfin, et c'est peut-être le plus important, pour moi, le mot-clé derrière ça, derrière le mot « vie », il y a un autre mot-clé, c'est le mot de liberté. C'est-à-dire qu'au fond, l'éducation prend sens dans la mesure où elle donne plus de liberté. Toute éducation n'a de sens que si elle mène à la liberté. Et elle donne sens à la liberté aussi, parce que ce n'est pas la liberté spontanéiste qui parfois comme concept a fait du tort à l'éducation, mais c'est la liberté construite, c'est la liberté que l'on acquiert par un chemin. Et c'est toute la complexité, toute la dialectique de l'éducation que de mener à la liberté par la contrainte. Parce que la relation maître-élève est faite de contraintes, parce que l'éducation est faite d'efforts, de plaisir, et qu'il peut y avoir du plaisir dans l'effort et de l'effort à conquérir un plaisir par le savoir. Et tout ça, c'est la vie, justement. Et donc, d'une certaine façon, je commence par la définition kantienne de l'homme, qui est une définition par l'éducation. L'homme ne peut pas exister en tant qu'homme s'il n'est pas entouré, s'il n'est pas amené à quelque chose par autrui. Et ce progrès qui lui est permis, bien, c'est l'école de la vie, justement. Et cela prend sens par la liberté. Donc je pense que ce mot d'école de la vie me permettait de synthétiser toutes ces idées. Oui, moi, pour lancer peut-être la discussion, j'aurais une réflexion personnelle.
et une question un petit peu générale. Il y a une phrase qui revient à plusieurs reprises dans votre livre que j'aime bien. Vous dites vouloir travailler à la qualité du débat public sur l'éducation. Donc moi, par rapport à ça, petite remarque personnelle, j'ai l'impression que l'éducation, c'est un peu l'exemple parfait de la question absolument majeure pour notre pays, dont on est incapable de débattre de façon calme et dépassionnée, que depuis trop longtemps, on s'est habitué à traiter avec bien souvent des postures dogmatiques ou partisanes. C'est peut-être les querelles fatigantes dont vous parlez. À tel point qu'on est aujourd'hui, ça nous paraît assez légitime de parler de ce sujet de cette façon. On a un peu idéologisé l'éducation. Et moi, je fais un parallèle avec une question plus récente qui suit un peu le même chemin, qui est pour moi l'environnement et la transition énergétique. Bon, c'est une petite parenthèse. Au niveau de la question très simple, au regard de l'importance de l'école pour notre pays, on identifie très facilement l'économie et l'emploi comme des questions absolument majeures. Pourquoi l'école n'est pas à peu près à la même place dans le débat public? Qu'est-ce qui lui manque? À mon avis, sa vraie place, elle est là. Il y a plusieurs facteurs, à mon avis, qui peuvent expliquer le phénomène que vous décrivez. Le premier, c'est une question de temporalité. C'est-à-dire que l'éducation correspond à une temporalité qui n'est pas celle du temps politique et qui est encore moins celle du temps médiatique. Et cela lui nuit beaucoup dans le monde tel qu'il est aujourd'hui parce que, évidemment, on a besoin souvent d'abord de résultats immédiats sur tous les sujets, y compris sur celui-là. Et on a besoin de simplicité dans le débat politique, et parfois de simplisme, ce qui nuit à la complexité du sujet. En disant cela, ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir des divergences sur les questions d'éducation, mais elles doivent être mises à un niveau qui permet d'entrer vraiment sur le sujet, et puis elles doivent être aussi documenté. Et là, le deuxième problème que l'on peut mentionner pour essayer d'expliquer ce que vous décrivez, c'est une certaine superficialité du débat public sur la question. C'est-à-dire qu'on s'envoie des idées, on se lance des opinions sur le sujet, mais on repose très peu sur les expériences concrètes pour parler. Alors c'est lié au fait que chacun a forcément une expérience de l'école, donc se base en tant qu'ancien élève à minima, ou parent d'élève, ou frère, ou sœur ou conjoint de professeur, pour dire quelque chose. Et c'est légitime, il est bon qu'un pays parle beaucoup d'éducation, mais très souvent, dans le débat public, cela se traduit par des opinions très tranchées, pas seulement autour du clivage gauche-droite, mais autour d'autres clivages, en gros traditionnalistes, progressistes, tout ça avec des guillemets qui traversent le clivage droite-gauche, mais qui ont créé d'autres clivages extrêmement stériles. Or, une des choses que j'essaye de promouvoir dans le livre, c'est la démarche expérimentale, la démarche scientifique, la démarche comparative, qui permettent de dire que si on avance quelque chose, il faut pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui a été prouvé. Et donc, sans être pour autant dans une sorte de scientisme de l'éducation, au contraire, être dans la capacité à prouver. Et pour moi, la méthode expérimentale est très importante pour sortir de ce problème, parce que c'est à la fois introduire un peu de rationalité, un peu de preuve dans les débats, d'une part, et puis d'autre part, c'est le moyen de lutter contre l'immobilisme, parce que on crée des brèches et qui ensuite peuvent donner lieu à des bonnes pratiques qui elles-mêmes sont contagieuses dans le système. C'est rouge. Oui, donc moi j'ai reçu ce livre envoyé par Dominique Régnier. J'ai cru que c'était une punition qu'il m'attribuait pour des propos un peu polémiques ou provocateurs tenus dans cet endroit il y a un mois. Et donc j'ai ouvert votre ouvrage avec des pincettes. Je me suis dit, encore un énième ouvrage écrit par un haut fonctionnaire, écrit par un technocrate, écrit par un recteur d'académie, un directeur général adjoint du cabinet d'anciens ministres. Pour moi, ça fait vraiment beaucoup. Et je dois dire que j'ai été enchanté par votre lecture. C'est un ouvrage qui me paraît extrêmement intéressant. C'est un ouvrage qui est écrit, de mon point de vue, par quelqu'un qui a énormément de convictions, une sorte de samaritain laïque,
qui s'est quand même coltiné des zones qui sont compliquées. La Guyane, je la connais pas. Créteil, je connais un peu. C'est quand même pas le 16e arrondissement ou le 7e. Donc, c'est un ouvrage qui me paraît très intéressant. Et avant de vous poser une question, moi, ce qui me paraît le plus fort dans votre ouvrage, c'est votre obsession du comparatisme, qui est, je crois, quand même un des défauts majeurs des intellectuels français, qui est de s'abstenir de faire de la comparaison. Et je pense que ce que vous dites, ce que vous faites, moderniser notre approche scientifique de l'école, c'est d'abord admettre l'importance considérable du comparatisme. La bonne voie consiste tout simplement à regarder ce qui fonctionne et à prêter une attention vigilante aux travaux scientifiques nationaux et internationaux. La construction des établissements devrait s'inspirer de ce qui se fait le mieux dans le monde. Je veux dire, j'aimerais tellement lire ça plus souvent sous la plume de gens qui s'intéressent pas simplement à l'enseignement, à l'industrie automobile, à la chimie, etc. Alors, vous portez également des éclairages qui sont très inattendus sur des expériences concrètes que je ne connaissais pas. Le montage de Roméo et Juliette en anglais et de Hamlet dans des classes de l'Académie de Créteil. C'est vrai qu'on s'attend à tout sauf à lire ça dans votre ouvrage. Et on s'attend à tout sauf à découvrir que dans l'Académie de Créteil, on monte Hamlet et Roméo et Juliette en anglais. De même que l'aventure collaborative, toujours à Créteil, du dictionnaire collaboratif avec le concours des enfants, est quelque chose qui est absolument passionnant. Alors, il y a tout ça, et je reviendrai après peut-être sur des défauts qui me semblent inhérents à l'enseignement secondaire et à l'enseignement supérieur français. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est où sont, d'après vous, où sont les conformismes et les conservatismes les plus puissants sur lesquels il faut prendre appui pour les renverser ? Alors, il y a, je dirais, le conservatisme dans chacune de nos têtes, d'une part, et puis de conservatisme dans certains secteurs. Je commence par le premier, puisque, justement, ce que je veux, c'est... j'ai souvent été mis dans la position... Ayant eu des responsabilités, j'ai souvent été mis dans la position du méchant. Et j'ai souvent souffert du manichéisme. C'est-à-dire, quand vous êtes l'institution, vous pouvez effectivement apparaître comme le technocrate, vous pouvez apparaître comme étant le prolongement du gouvernement sous l'autorité duquel vous travaillez, vous pouvez apparaître comme déconnecté des réalités que chacun vit au quotidien, etc. J'ai toujours voulu lutter contre ça, d'abord en essayant moi-même d'être très fortement sur le terrain et pas seulement comme ça pour les apparences, mais vraiment parce que ça m'intéressait tout simplement et que ça me paraissait essentiel, mais aussi parce que je pensais qu'à chaque fois ça c'était finalement infantile, c'est-à-dire que on se trouvait dans des situations entre adultes où les choses étaient figées parce que chacun campait sur ses positions. Alors le cas typique, c'est évidemment les discussions avec les syndicats où vous pouvez passer 2 heures, 3 heures en ayant le sentiment de faire un pur jeu de rôle, alors qu'après tout, si on prend un petit peu de hauteur, chacun est là normalement pour essayer de faire avancer le système. Or, vous voyez clairement que ça n'est pas le cas du fait de cela. Donc je crois que sur l'éducation nous invite tous, toujours, et donc je me l'applique évidemment à moi en premier, à savoir douter, à savoir s'interroger sur la justesse de ce que l'on pense, ce qui fait d'ailleurs que j'ai évolué, ça se voit peut-être parfois dans le livre, mais en tout cas je n'ai pas toujours pensé la même chose sur chacun des sujets, et je pense que donc le premier élément, c'est cette attitude générale que l'on doit avoir, qui est finalement d'humilité vis-à-vis du réel. Et ça, ce qui n'est pas une force dans notre pays aujourd'hui. Ensuite, le deuxième volet de votre question, c'est au fond, est-ce qu'il y a quand même des secteurs qui sont plus conservateurs que d'autres? Et là, sans langue de bois, on peut dire qu'effectivement, la question syndicale est un problème dans le système tel qu'il est depuis de nombreuses années. Non pas parce qu'il ne faudrait pas de syndicats dans l'éducation nationale, on a besoin au contraire de syndicats beaucoup plus forts dans l'éducation nationale, mais qui seraient plus forts parce qu'ils auraient plus le sens constructif, disons. Or, on a un syndicalisme éclaté, affaibli, superficiel, politisé, ce qui fait beaucoup de défauts pour accomplir la tâche très noble que les syndicats ont à voir. Je le dis avec une certaine peine parce que, par ailleurs, je respecte beaucoup une partie des syndicalistes, parce que j'en ai vu beaucoup, et je sais que beaucoup sont là par idéal au départ.
le sont encore souvent aujourd'hui, pas toujours, il faut le dire aussi, et que là, il y a quelque chose qui s'est perdu. Il y a des idéaux qui se sont perdus, il y a des raisons d'être qui se sont perdues. Et donc, un des éléments d'évolution dans le futur, de réforme dans le futur, c'est une réforme interne des syndicats qui viendra éventuellement d'eux-mêmes, on peut l'espérer. C'est pas purement utopique, parce que je pense qu'aujourd'hui même, les syndicats sont conscients de leur affaiblissement, parce qu'il y a des évolutions de mentalité sociologique et autres qui font que les professeurs adhèrent moins aux syndicats, donc il y a un moment où ils vont se poser des questions de ce type. Ensuite, parce que le système lui-même peut évoluer pour éviter de donner aux syndicats ce rôle de blocage qui empêche souvent des évolutions. Je pense par exemple au paritarisme tel qu'il fonctionne à l'éducation nationale, qui doit être réformé pour éviter les pertes d'énergie auxquelles il correspond aujourd'hui et pour reprendre le sens réel qu'il a, c'est-à-dire se consulter réellement pour faire avancer les choses. Et donc ça, c'est évidemment un point de blocage important. Et puis l'autre grand élément de blocage, il est dans le fonctionnement même du système. Et là, on revient un peu à ce qui est dans nos têtes à tous, c'est-à-dire il faut libérer, le mot liberté est évidemment encore essentiel, il faut libérer l'initiative, libérer le sens des responsabilités et de chaque acteur, les professeurs, les administratifs, les chefs d'établissement. Or, il y a une infantilisation du système qui s'est en quelque sorte accentuée avec les années. Et cette infantilisation, elle est dans les têtes parce que chacun pense qu'il ou elle ne peut agir parce qu'une chape de plomb va l'en empêcher. Et cette chape de plomb, elle est en partie, elle correspond à des réalités, mais elle est surtout imaginaire. Elle est l'idée qu'on se fait du système. C'est l'image du mammouth, c'est l'image de l'inspecteur qui va m'empêcher de faire ceci ou cela. Parfois c'est vrai, mais souvent c'est de l'autocensure. Et donc débloquer cela, c'est à mes yeux passer par plus d'autonomie des établissements, une carrière différemment conçue pour les professeurs, une prise de responsabilité et une capacité à travailler en équipe aussi, qui est une manière de désindividualiser et désinfantiliser le système. Alors, énormément de questions à ce stade, je pense, et quand on regarde la salle, je pense qu'il y en a beaucoup aussi, parce que à la fois les propos que vous tenez et le livre, l'essence même de ces propos et de ce livre, c'est effectivement, et vous l'avez dit, l'optimisme. C'est frappant. C'est frappant et en même temps, c'est pas surprenant du tout parce que on sait que c'est dans des endroits difficiles, justement, réputés difficiles et qui sont souvent très difficiles, comme l'Académie de Créteil ou ailleurs, où justement, il y a le plus d'énergie, le plus de projets qui se montent, le plus de combats, de combativité, y compris du personnel enseignant, éducatif, pédagogique. Donc c'est pas étonnant que quand on réussit avec tout cet enthousiasme et cette énergie à monter les projets que vous avez montés, les expérimentations dont vous parlez, j'en cite quelques-unes, le préfet des études, évidemment l'autonomie progressive avec Éclair, mais ça c'était au niveau plus central, le cartable, la mallette des parents, les micro-lycées, etc. Quand on voit ces projets aboutir, ça doit être formidablement enthousiasmant et satisfaisant à titre personnel. Et du coup, c'est ma question. Ce livre, est-ce que vous dites, transpire vraiment cet enthousiasme, cette capacité à faire des choses, et en même temps, ben, ça bouge pas. Ça bouge pas au niveau central, ça bouge pas sur le plan politique. Les débats, effectivement, sont extrêmement pauvres, sont toujours les mêmes. La question des moyens qui revient sans cesse et tout tourne autour de la question des moyens. Donc une pauvreté du débat, des blocages systématiques, une impossibilité nationale d'avoir le sentiment qu'on avance, que les résultats s'améliorent, qu'on est tiré vers le haut. Et donc le paradoxe, c'est comment est-ce que, alors que au niveau local, il se passe des tas de choses, alors que vous y arrivez à faire des choses dans le cadre du système et non pas hors système, vous êtes dans le système, vous arrivez à faire bouger des choses au plan local, et au niveau national, on n'y arrive pas. Donc la question est simple, vous avez parlé d'autonomie, vous avez parlé de liberté, je pense qu'on est beaucoup à être d'accord, et ça traverse les clivages politiques. Ça commence, la ministre actuelle de l'Éducation nationale a récemment dit qu'elle était en faveur de davantage de responsabilités pour les chefs d'établissement. Enfin, cette idée progresse, elle avance, et on n'y arrive pas. Voilà. Donc, ma question, c'est, tout le monde sait ce qu'il faut faire, vous le redites là, on sait ce qui marche, on le voit, il y a des expériences qui marchent, mais
on n'arrive pas à les relayer au niveau national. Donc bien sûr qu'il faut donner plus d'autonomie et libérer les initiatives pour que ça puisse éclore partout, mais concrètement, vous êtes conseiller du ministre ou ministre de l'Éducation nationale la prochaine fois, par où vous commencez pour qu'on ne soit pas sur une période de 15, 20, 30 ans, mais qu'on puisse commencer à avoir des résultats pour libérer les initiatives qui déjà existent. Alors, je pense que c'est important de reconnaître, comme vous l'avez fait, le fait qu'il se passe plein de bonnes choses sur le terrain. Je crois que c'est déjà la meilleure manière de lutter contre le pessimisme et le fatalisme, c'est de savoir que dans beaucoup d'endroits, des choses se passent positives. Et de ce point de vue-là, la situation est très hétérogène, ce qui est à la fois un constat intéressant et inquiétant. Mais la situation est très hétérogène. Quand, par exemple, on se compare à la Finlande, je dis toujours, ne comparons pas la France à la Finlande, mais comparons la Bretagne à la Finlande, parce que dans taille, c'est déjà plus comparable, et parce que la Bretagne va bien, grosso modo. Bien sûr, on peut trouver des choses qui ne vont pas en Bretagne, mais en gros, du point de vue de l'éducation, les résultats sont bons, les gens sont contents, l'ambiance est bonne, les résultats sont là, etc. Donc, si toute la France marchait comme la Bretagne sur le plan de l'éducation, on serait dans les classements, etc. Et si vous prenez une grande partie ouest de la France, évidemment, c'est très schématique ce que je suis en train de dire, mais grosso modo, ça va. Et c'est plus tout l'Est, si on peut dire, enfin la grande moitié Est de la France, qui est plus en difficulté d'un point de vue géographique. Du point de vue des différentes zones qui peuvent exister, il y a aussi des réalités très, très variées. Vous l'avez dit, et c'est important de le dire. Par exemple, on a toujours une image monolithique de la banlieue. En réalité, il se passe beaucoup de choses extrêmement positives en banlieue. On voit toujours le 20 ou 30% d'élèves qui ont des difficultés, des grandes difficultés, les phénomènes de violence, etc., qui existent bel et bien et qu'il faut affronter. Mais derrière ça, c'est toute l'intégration républicaine qui fonctionne quand même, des initiatives fantastiques qui sont prises, des jeunes qui prennent de plus en plus de responsabilités, qui ont de la vitalité, comme vous le dites. J'ai toujours le taux d'accès à l'enseignement supérieur en Seine-Saint-Denis est supérieur à la moyenne nationale aujourd'hui. Donc c'est des choses quand même qu'il faut dire aussi. De même, il y a en creux dans ce que vous dites aussi, par contre, justement, une absence de vitalité dans des endroits qu'il faut savoir regarder. Les campagnes françaises sont parfois dans des situations très difficiles. Par exemple, si on prend la Normandie, à côté de la Bretagne, là, on va trouver des choses très compliquées en milieu rural, sur le plan de l'éducation. Sans rentrer dans tous les détails, on a une situation hétérogène, avec des très bonnes choses, des très mauvaises choses, mais il faut s'appuyer sur les bonnes pour pouvoir montrer que ça va. Alors après, à partir de là, par quel bout prendre les choses pour que, d'un point de vue systémique, il y ait un grand élan qui fonctionne dans le futur. Là, je pense que évidemment, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est il n'y a pas la baguette magique, c'est-à-dire toute personne qui arriverait en disant j'ai la solution serait dans le charlatanisme. Il faut donc avoir un éventail de solutions et puis un état d'esprit. Alors, à la fin du livre, j'essaye justement de discerner un peu ces points-là. Je pense que on connaît les grands facteurs de réussite de l'école. Donc, je vais dire 3 choses plus 2, si je peux dire. Les 3, c'est ce qu'on peut appeler les leviers, c'est-à-dire la question pédagogique. Et donc, ce que je propose dans le livre, c'est d'abord, premièrement, l'école primaire, elle a besoin surtout de consolidation aujourd'hui. Parce que, je signale d'ailleurs, du côté des bonnes nouvelles, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est le rapport extrêmement précis publié par le ministère lui-même qui montre que dans les 10 dernières années, l'école maternelle française a progressé. Pourquoi ? Parce qu'elle avait précédemment régressé. En gros, on était fiers de notre école maternelle, elle marchait assez bien jusqu'aux années 90, et puis elle a connu un trou d'air. D'ailleurs, les années 90 sont à regarder de près quant à la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Là, et ce trou d'air a donné lieu à une réaction pédagogique qui a consisté à penser qu'il fallait mieux préparer les enfants au cours préparatoire au moment de l'école maternelle. Donc d'avoir une visée pédagogique plus précise à l'école maternelle.
Quand on dit ça, on inquiète parce qu'on dit, ah voilà, il veut que l'école maternelle soit un... Alors c'est là on est typiquement dans les débats stériles, enfin les débats qui annihilent les initiatives, parce que quand on commence à dire ce que je suis en train de commencer à dire, les lumières rouges qui s'allument, c'est, ah voilà, il veut faire du CP dès la petite section, il veut robotiser nos enfants, il veut en finir avec le jeu, l'épanouissement, la musique, le bonheur, etc. Bien entendu, non. On peut avoir et l'un et l'autre. C'est-à-dire le jeu, la musique, par exemple, le langage, tout simplement, sont très importants, fondamentaux à l'école maternelle. Mais ils peuvent l'être avec une visée pédagogique, par exemple, l'acquisition de plus de vocabulaire en amont du cours préparatoire pour être mieux préparé à la lecture et à la compréhension qui vont suivre. Donc tout ça, c'est une consolidation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une révolution de l'école primaire, il y a besoin d'une consolidation de tendances qui ont parfois pu être imprimées, qui ont besoin de durer pour marcher. C'est pour ça que je suis un petit peu inquiet de voir que dans les quelques projets qu'il peut y avoir gouvernementaux, il y a celui de revoir le programme de l'école primaire, parce que c'est une des choses plutôt bien fichues aujourd'hui et qui fait ses preuves, donc c'est un peu dommage de s'atteler à ça alors qu'il y a d'autres sujets. Mais en tout cas, sur l'école primaire, il y a un besoin de consolidation, de longue durée, avec une perspective pédagogique qui permette d'assurer le lire, écrire, compter et les compétences sociales de l'enfant, ce que disait Dominique Régnier en commençant sur le rôle socialisant de l'école, et tout ça avec l'appui des sciences cognitives qui nous montrent à la fois les compétences intellectuelles incroyables de l'enfant tout petit, mais aussi ses compétences sociales, sujet tellement décisif pour l'avenir de notre société, c'est-à-dire apprendre, que les enfants apprennent à avoir plus d'empathie, à ne pas se taper dessus, etc. Enfin, des enjeux de cours de récréation qui sont absolument essentiels dans le futur. Donc une consolidation de l'école primaire. Et en revanche, deuxième levier, donc, une véritable révolution du collège. Je pense que c'est le collège qui a besoin d'une révolution, d'un changement complet. Le collège unique a été une étape très importante dans la vie du système français. Il a un bilan en partie positif, en partie négatif. Le côté positif, c'est évidemment la démocratisation, l'élévation de toute une génération à un niveau plus élevé, qui était absolument nécessaire, indispensable, tant du point de vue des principes que du point de vue de l'intérêt du pays. En même temps, on connaît tous les limites du collège unique aujourd'hui, les difficultés qui se présentent concrètement, et donc on a besoin de passer à autre chose. J'appelle ça le collège commun dans le livre, c'est-à-dire on garde le fait évidemment de la scolarité jusqu'à 16 ans, le fait d'avoir un collège commun, mais on accentue beaucoup la personnalisation des parcours. Et là-dessus, je plaide pour modifier complètement la structuration en classe 6e, 5e, 4e, 3e et travailler beaucoup plus par groupe de compétences, domaine par domaine, ce qui fait que vous pouvez être très bonne en mathématiques et très mauvaise en français, et en fonction de ça, vous passez des groupes. Au passage, on résout la question du redoublement parce que vous ne redoublez plus une année. Ce que vous redoublez éventuellement, c'est un mois ou un mois et demi du groupe de compétences dans lequel vous êtes. Juste à ce stade, pourquoi pas dès l'école primaire, il y a des modèles alternatifs d'école, hors contrat par exemple, ou à l'étranger, qui fonctionnent par groupe homogène dès l'école primaire. Pourquoi vous seulement au collège ? Parce que je pense que justement, la question du groupe homogène, on l'a à l'école primaire, parce qu'on a un seul professeur, un seul maître ou une maîtresse qui a une vision complète de l'élève et qui peut gérer l'hétérogénéité, a fortiori si on a bien fait le travail dès la maternelle. Et donc de ce point de vue-là, ça me semble aller bien comme ça. Ça n'exclut pas de pouvoir faire sur des sujets précis, des groupes de compétences, mais on a une vertu de l'école primaire, c'est pour ça que je parle de consolidation de l'école primaire, qu'il ne faut surtout pas perdre. Au collège, la chose est différente, puisque on a une distinction par discipline. Alors il faut d'ailleurs savoir jouer l'interdisciplinarité, travailler beaucoup plus en groupe, faire des expériences, enfin aller plus loin dans les expériences que je décris dans le livre, par exemple, pour regrouper certaines disciplines entre elles et faire comprendre aux enfants les liens qu'elles entretiennent, que le réel n'est pas découpé en disciplines. Et donc, par exemple, maths et sciences, ce sont des sujets qui peuvent être regroupés. Les humanités, en général, sont à regrouper, non pas contre les disciplines, mais au contraire pour faire donner tout leur jus aux disciplines.
Et donc je pense que c'est pertinent de raisonner en groupe de compétences au collège, parce que, alors d'abord, ça a montré des vertus, alors encore scientifiquement, hein, par exemple Esther Duflo, sur des terrains internationaux, hein, a montré que tout le monde en bénéficiait, les élèves les plus faibles comme les meilleurs. Et puis encore une fois, le tout, c'est de ne plus raisonner avec une univocité de l'excellence. Autrement dit, il n'y a pas qu'une seule excellence, c'est pas tout le monde à Polytechnique, c'est ou à Centrale, c'est tout le monde a un talent à cultiver. Chacun a des faiblesses aussi. Et si je suis dans un groupe de compétences adapté à mon cas, eh bien, je vais progresser plus vite. Et je vais pousser le plus loin possible mon excellence et compenser le mieux possible mes faiblesses. Et ça, ça peut changer vraiment la vie de tout le monde. Hein. C'est-à-dire, c'est mieux pour les professeurs qui ont des classes plus... Enfin, des groupes, pas des classes, mais des groupes plus homogènes. C'est mieux pour les élèves qui vont bénéficier davantage de cela. C'est mieux pour l'organisation générale du travail, qui du coup peut tenir compte aussi d'une distinction entre temps magistral et d'autres temps d'autonomie de l'élève. Donc cette reconfiguration du collège me semble être le chaînon décisif dans l'évolution qu'on doit avoir, a fortiori si on a su consolider les compétences fondamentales à l'école primaire. À ce stade, là, j'interviens à nouveau parce que dans votre livre, il y a quelque chose qui me paraît très important, qui fait qu'on peut le qualifier de Durkheimio-Lévi-Straussien, ce qui est vraiment... voilà, en tout cas, c'est de grandes références, évidemment. Mais c'est très important, parce que vous parlez, même si ça passe vite, mais c'est très important par rapport... Ça résonne bien dans tout l'ouvrage. C'est la question des rituels. Et au fond, vous dites qu'il faut ritualiser davantage l'entrée au collège. Et vous faites une remarque latérale qui est, à mon avis, pleine de conséquences, qu'il faudrait davantage réfléchir quand on lit votre livre. Il faudrait s'arrêter un peu plus à ce moment-là, un peu plus longtemps, qui est d'observer que finalement, comme on a déritualisé toute une série d'étapes liées à l'école, et que anthropologiquement, les rituels sont indispensables, constitutifs, ils nous font passer d'une étape à une autre, ils nous font exister comme membres d'une communauté forte, qui sent bien que nous sommes une partie de la communauté, et puis aussi nous-mêmes. Il se passe ailleurs, les rituels. Et du coup, on le voit bien, les rituels s'inventent, parce que ça, c'est sûr qu'on sait tout à fait, nous, inventer des rituels, nous, les humains. Et donc, ils s'inventent ailleurs, en dehors de l'école. L'école ne peut pas avoir le monopole du rituel, mais enfin, elle doit en produire quelques-uns, parce que sinon, c'est en train de se passer, ça. Hein. La société elle-même, les jeunes générations ritualisent elles-mêmes ou inventent des rituels de passage, et l'école n'est pas concernée. Et là, il y a quelque chose qui est, à mon avis, une clé dans votre réflexion particulièrement importante, et qui pourrait être articulée à autre chose. Je reste encore dans le monde lévi-straussien, qui est la question des mythes, et en défaire quelques-uns ou en effacer quelques-uns. On a vu cette discussion avec François Garçon à propos de son livre sur le système éducatif suisse, mais on est quand même dans un pays où, il me semble-t-il, une des causes des grandes difficultés auxquelles votre réflexion se confronte, c'est une quasi-fétichisation de la réussite scolaire. Et c'est beaucoup trop. Les attentes sont trop fortes, c'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable. On ne peut pas tous vouloir des enfants qui sont premiers de leur classe. C'est logiquement impossible. On ne peut pas tous vouloir des enfants qui vont réussir, même dans le supérieur. Ça n'est pas possible. Et ça, on ne peut pas l'admettre. Et dans votre ouvrage, il y a un passage qui est très éclairant aussi, qui est... quand vous dites... Parce que c'est très vivant, ça. Et vraiment, on est au cœur de la machinerie. Et avec, c'est-à-dire, ces extensions externes. Ces pages 37 et suivantes, bon, pour ceux qui auront le livre, repérer la difficulté scolaire dès la maternelle. Vous en parliez à l'instant, parce que c'est là que se trouve un résumé du rapport fait par l'Éducation nationale, d'excellent rapport très complet qui montre que grâce au renforcement des contenus, on a progressé, ça va mieux, les effets sont positifs, et c'est quand même essentiel. Et puis, vous imaginez une méthode vous-même comme acteur pour repérer le plus tôt possible les inégalités, essayer de les combattre le plus tôt possible en créant, sur un principe qui me paraît incontestable, le principe d'ailleurs qui a été théorisé par John Rawls, théorie de la justice, on crée des inégalités, mais au profit des plus défavorisés. Et de faire ça, ça crée une espèce de, je dirais, d'espèce de,
de buzz médiatique et politico-médiatique, j'imagine syndicalo-politico-médiatique, mais en tout cas qui rend la chose impossible. Alors même que les valeurs sont incontestables. Et je ne vois pas qui, s'étant opposé ou ayant dénoncé la mesure ou l'expérimentation ou le dispositif, pourrait se prévaloir de valeurs moralement supérieures à celles-là. C'est-à-dire que sur des valeurs qui sont incontestables. Enfin, on n'a pas de valeurs... ou alors on sort du cercle, je dirais, qui fait que nous sommes une communauté. Comment ne pas accepter qu'on crée des inégalités au profit des plus défavorisés sur la question de l'éducation? Comment ça s'est passé? C'est quand même incroyable. Vous voyez, alors, oui, bien sûr. Alors, beaucoup de choses. Sur le rituel, j'insiste un peu, effectivement, parce que je pense que beaucoup de gens s'interrogent tous sur les césures dans le système, puisque la France a fini avec les rituels, mais pas avec les césures. Autrement dit, les césures sont multiples, de la maternelle à l'élémentaire, de l'élémentaire à la 6e, de la 3e à la seconde, de la terminale à l'enseignement supérieur. Et ce sont à chaque fois des petits gouffres dans lesquels se perdent des élèves. Et là, évidemment, il y a deux réponses. Souvent, on donne une réponse qui est assez bonne, mais j'essaye d'en donner deux complémentaires. C'est-à-dire, on prend le sujet d'un côté en disant il faut atténuer cette césure, et on a raison de le dire, il faut faire beaucoup de choses dans ce sens, notamment sur le lien CM de 6e, et beaucoup d'éléments qui permettent que cette transition se fasse plus en douceur. Par exemple, moins de professeurs pour un élève en 6e, de façon à ce qu'il y ait là aussi, on ne passe pas d'un extrême à l'autre, etc. Mais il y a aussi l'autre volet, qui est celui que vous avez dit, c'est-à-dire le rituel. C'est-à-dire, puisque de toute façon, il y a quand même, d'une façon ou d'une autre, une césure, et même s'il faut l'atténuer, il faut assumer aussi le fait que césure il y a, et qu'après tout, dans une société sécularisée, la République doit assumer des rituels. Par exemple, les distributions de prix font partie de ces rituels en fin d'année. Mais en début de 6e, je pense qu'on doit faire ça. Alors, une chose que je propose très concrète, c'est de dire qu'en début de 6e, on devrait avoir presque des séjours, ou en tout cas des expériences bien spécifiques de la classe avec l'équipe de professeurs ensemble pour parler de ce qui va se passer pendant l'année et pendant les 4 années qui viennent, de façon à avoir cet esprit de projection dans le futur et cet esprit aussi d'interdisciplinarité. Là, c'est les sujets où je parle d'Edgar Morin à plusieurs reprises, pour pouvoir donner aux enfants ce sens de ce qu'ils vont faire, cette compréhension de ce qu'ils vont faire, et aussi qu'ils soient eux-mêmes à l'origine d'idées, de cours dont ils pourraient avoir envie, bref, qu'ils soient des acteurs de ce qui va se passer. Alors là, par contre, si j'utilise certains mots, je vais passer pour pédagogiste parce que j'aurais dit que le mot acteur, mais catégorie dans laquelle je tombe assez peu. Mais il y a avec le rituel, de nouveau le retour du mot de vie, quoi. C'est-à-dire la vie individuelle et collective a besoin de ce genre de choses. Et puis le deuxième point que vous évoquez, donc c'est retour au sujet important de la maternelle, et qui nous renvoie à ce que on disait tout à l'heure avec Julien Gonzalez et François Garçon, c'est-à-dire le fait que le débat public est surdéterminé, et que donc quand vous arrivez avec une proposition assez fondée, venant d'ailleurs au départ de scientifiques reconnus, y compris par ceux qui vont s'opposer à l'expérience ensuite, et donc la proposition consiste à dire attention, il est possible de prédire, malheureusement c'est comme ça, dès la fin de la maternelle, à 95%, les élèves qui auront des difficultés en fin de CM2, donc il y a une prédictibilité de la difficulté scolaire. Soit on ne fait rien par rapport à ça, et effectivement c'est confortable, personne va si vous faites rien, personne vous embête. Soit on se dit, au fond, la vraie lutte contre l'inégalité sociale, elle se joue à ce moment-là. Elle s'est aussi jouée avant 3 ans dans les crèches, les dispositifs qu'on a mis en œuvre pour compenser les inégalités, en effet. Et dans ces cas-là, ça nécessite en effet du repérage et puis des dispositifs pour accompagner l'enfant. Mais dès que vous dites ça, eh bien, effectivement, il y a des spécialistes de la création de polémiques. Je ne dis pas que ça ne se discute pas, mais c'est juste qu'on est à un niveau de superficialité de l'opposition qui se déclenche dans ces cas-là, parce qu'on va dire qu'on veut avoir une approche stakhanoviste de l'école maternelle, qu'on tourne le dos à l'épanouissement, enfin tout ce que je disais tout à l'heure. Et donc ce cas-là est un cas typique
d'un consensus qui serait possible si on prend le temps d'expliquer et de montrer, et qui pourtant débouche sur des polémiques, parce qu'il y a aussi des acteurs du système qui ont intérêt à créer de la polémique dès qu'un changement se présente. Alors, vous venez de plaider pour la révolution ou pour des mesures révolutionnaires. J'aimerais peut-être apporter des munitions d'un calibrage un peu différent. Vous avez fait l'inventaire des difficultés qu'il va falloir affronter. Je pense qu'elles sont effectivement très grandes. Il y a une difficulté qui peut être à peine esquissée dans l'ouvrage et qui mériterait évidemment un deuxième ouvrage chez Odile Jacob, qui est la structuration du milieu. Je pense que le milieu est structuré de manière telle que l'architecture idéale, elle mettra peut-être beaucoup de temps à apparaître. Je pense notamment à un milieu qui se réclame de l'égalité, alors qu'avec les concours, cette espèce de mystique française, le milieu est constitué de castes. Je pèse sur le mot, et elles se vivent comme telles. Vous avez les agrégés qui snobent les capétiens qui snobent ceux qui ne sont ni capétiens ni agrégés. Vous avez en bas de l'échelle, vous avez les contractuels qui sont vraiment à la piétaille, qui est utilisé comme roue de secours et qui sont méprisés. Donc, conséquemment, de quelle manière est-ce qu'on peut constituer une équipe pédagogique dans un collège où, d'une part, les professeurs ne dépendent pas du chef d'établissement, et vous plaidez pour ça, pour que les chefs d'établissement aient une large autonomie, qu'ils puissent recruter leurs professeurs comme ils le font tout autour de la France. Je pense à la Suisse, je pense à l'Allemagne, je pense à la Grande-Bretagne. Comment est-ce que certains enseignants peuvent détenir plus de droits que les autres? Et je dis plus de droits, ce sont des véritables privilèges. Comment certains enseignent moins à des classes qui sont plus calmes, qui sont plus prédisposées à l'étude, quand d'autres enseignent beaucoup dans des écoles, dans des classes qui sont turbulentes, voire qui ne sont pas simplement séditieuses. Comment peut-il y avoir des filières dites d'élite où les enseignants gagnent plus qu'une médaille Field dans une classe réparatoire à Paris? Tout ça, c'est des choses qui méritent non pas simplement un coup de tournevis, mais qui appellent vraiment l'usage de la dynamite. Je pense que quand vous parlez de révolution, je dis que c'est une révolution, de mon point de vue, qui devrait se faire dans la ferme des animaux de George Orwell, parce que nous sommes dans la ferme des animaux. Donc, la question que je me pose, c'est par où doit-on commencer pour, en tout cas au niveau du collège, au niveau du lycée, je ne parle même pas de l'université, amener ces micro-dynamitages qui sont quand même des éléments importants pour faire bouger les choses, ou bouger les lignes, puisque c'est l'expression qui est aujourd'hui en vogue. Et juste pour compléter ce que c'est en lien, vous avez initié un programme d'autonomie des collèges puis de l'école, Éclair, dont vous parlez, et c'est peut-être intéressant aussi à ce stade d'avoir votre bilan de ce que sont devenus les écoles et les collèges dits Éclair. Oui, on retrouve avec votre question la question des leviers. Je vais utiliser le mot levier plutôt que dynamite, mais c'est vraiment comment on fait changer les choses par certains leviers. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, ce que vous me dites me permet de continuer sur l'exposé des leviers, c'est-à-dire il y a la réforme pédagogique du primaire, c'est-à-dire la consolidation, la réforme pédagogique du collège, c'est-à-dire les groupes de compétences, la personnalisation du parcours, le tout appuyé sur le fameux socle de connaissances et de compétences et de culture, comme on l'appelle désormais, totalement rénové pour qu'il soit plus facile à comprendre et plus utile pour le système. Et puis la question de l'autonomie de l'établissement comme troisième levier dont on a parlé un petit peu avant, et qui, du coup, ont des conséquences sur les sujets que vous venez d'aborder, où je serais en partie d'accord avec vous et en partie moins. Alors d'abord, en partie d'accord pour dire qu'on est dans une société de caste passionnée par l'égalité. Donc ça, c'est pas que dans le domaine de l'éducation que nous connaissons ça, et que les conditions en ont été créées par le type de concours d'entrée dans la carrière que l'on a fait. Et la question de l'entrée dans la carrière me paraît fondamentale. Je ne jetterai pas tous les bébés avec toute l'eau du bain, parce que je pense que la question de l'agrégation, par exemple, à laquelle vous avez fait référence, est quelque chose de très intéressant dans le système français, parce que, notamment dans un moment
où on parle de bac-3, bac+3, on a là tout un corps qui pourrait tout à fait correspondre et au lycée et à l'enseignement supérieur, ce qui se passe en partie, mais pas de manière organisée, conçue, pensée. Ce qui, du coup, au passage, permet de revisiter la question des horaires, la question des salaires, etc. Mais en tout cas, de donner un sens à cette agrégation dans le système. Et par ailleurs, la question de l'entrée dans la carrière des professeurs en général pourrait être revisitée en revisitant la question du concours, en effet. Non pas qu'il faille forcément en finir avec l'idée même de concours, c'est-à-dire un examen qui permet... Pourquoi pas, mais je dirais que c'est pas le mot concours qui est en soi le problème, c'est finalement qu'est-ce qu'on met derrière le concours. C'est-à-dire qu'il faut bien un passage dans la carrière, mais il y a différentes manières de faire ce passage. Pour moi, plus on est plus c'est progressif et mieux c'est. C'est-à-dire que le concours, c'est très brutal. Tout à fait, absolument. Et c'est pour ça, on retrouve la question de la césure en France. C'est-à-dire que vous n'êtes rien aujourd'hui et demain vous êtes tout. Parce que vous avez passé un concours. Vous êtes, voilà, c'est vraiment ça, notre mentalité générale, si vous voulez. Et donc, comment faire? On peut très bien, mais il peut y avoir aussi des concours où c'est progressivement que vous êtes quelqu'un qui s'affirme, qui montre des compétences, etc. Avec une question centrale qui est... Hier, j'avais un débat avec Edgar Morin, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « Enseigner à vivre ». Dans les deux cas, c'est une référence à la phrase de Rousseau aussi, évidemment. Et on a parlé de la vocation du professeur. C'est un enjeu fondamental. On voit très bien parfois des jeunes professeurs plein d'entrain, plein d'enthousiasme. J'en ai accueilli, ça fait partie des points positifs, des dizaines, des centaines dans l'Académie de Créteil, ou dans l'Académie de Guyane d'ailleurs, mais je me faisais un principe de les accueillir au moment où ils arrivaient. Et on peut se parler quelques instants, parce qu'évidemment, il y en avait beaucoup. Mais en tout cas, à chaque fois, le moment de l'arrivée était quelque chose de très intéressant, parce qu'ils étaient tout feu, tout flamme, pour la plupart. Souvent, quelques années après, ça n'est pas plus forcément le cas, soit parce qu'il n'y avait pas une vocation au départ, soit parce que les conditions ont été telles qu'on les a découragés. Mais le fait est que cette question de la vocation est décisive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'engager dans ce métier par défaut, ou parce qu'on avait besoin de faire quelque chose, mais parce qu'on a une vocation. Or, ce n'est pas un concours qui décèle une vocation, et dans beaucoup de systèmes, en effet, vous y avez fait référence, chez nos voisins, par exemple, on peut, ou même dans l'enseignement privé en France, on a des formules de ce type. Vous entrez vous êtes contractuel, ce qui peut être très bien, un contrat un peu solide. Et puis, si vous avez fait vos preuves, eh bien, au bout de 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, vous êtes titularisé. Déjà, des modalités de ce type changeraient considérablement la donne. Ensuite, du pouvoir donné au chef d'établissement sur la base de personnes dont la compétence est avérée, mais elle l'est normalement par le diplôme obtenu, plus que par un concours, la capacité donnée au chef d'établissement de constituer des équipes est évidemment, là aussi, quelque chose qui pourrait faire changer les choses. Et vous m'avez demandé de parler d'Éclair, et j'ajouterai les internats d'excellence, parce que dans Éclair et les internats d'excellence, on a eu, et encore plus dans les internats d'excellence, d'ailleurs, on a donné au chef d'établissement ce pouvoir. Mais c'est absolument fantastique. Si vous allez, encore aujourd'hui, heureusement, à Sourdin, à Montpellier, ou à Douai, qui a reçu le prix de la Fondation pour l'égalité des chances la semaine dernière, l'internat d'excellence de Douai, les professeurs font équipe, sont heureux d'être ensemble, passent du temps ensemble en dehors des cours, ont une vision commune de l'élève, etc. Et donc ça change évidemment tout. Et évidemment, alors, quand on dit ce genre de choses, je fais l'argument et le contre-argument, parce que je les connais bien. On va vous dire, oui, mais vous êtes pour la caporalisation du système, le chef d'établissement tout-puissant, etc. Évidemment, tout ceci nous renvoie à la formation et au recrutement aussi des chefs d'établissement, bien entendu. Et au délire français. Et au délire français sur l'exercice du pouvoir, vous voulez dire de façon générale. Oui, la question dont on conçoit la prise de responsabilité. Le fait est que ce pour quoi on peut plaider, c'est justement un exercice plus collectif, plus responsabilisant du pouvoir à l'échelle de l'établissement. Et dans le livre, je plaide pour le fait qu'on passe d'une hiérarchie qui aujourd'hui est en râteau. Vous avez le chef d'établissement, la salle des professeurs, schématiquement c'est ça. Et c'est très frappant de le voir, y compris dans les usages de l'espace, ce point-là.
Alors que non, on doit avoir des professeurs qui prennent des responsabilités, qui sont responsables de... Et là, on arrive au préfet des études, où l'expérimentation consistait, je le redis, je le rappelle, à avoir un professeur qui consacre une partie de son temps à être responsable de tous les 6e ou de tous les 5e ou de toute une tranche d'âge, et qui a donné de très bons résultats. Hein, alors très hétérogène encore, hein, parce que le terrain s'est approprié ça de façon différente. Mais en tout cas, les préfets des études, ça fonctionne parce que c'est de la responsabilisation. C'est pas le chef d'établissement qui décide de tout, pense à tout, mais c'est une équipe qui a une vision partagée des élèves et qui, en plus, du point de vue de l'exercice de l'autorité aussi vis-à-vis des élèves, du point de vue de l'atmosphère que l'on répand dans l'établissement, est beaucoup plus forte parce qu'elle est collective et parce que le monde des enfants ou des adolescents ne sent pas de faille dans le monde adulte. Alors que très souvent, c'est un des problèmes aussi qui était présent dans différentes questions, c'est le monde adulte et le débat éducatif français donne une image de division, de querelle, parfois de superficialité qui n'est pas un bon exemple pour les élèves, tout simplement, qui s'engouffrent là-dedans. Et donc la culture, je dirais la culture adulte, si on peut utiliser ce terme, n'est pas à la hauteur de ce dont la culture juvénile a besoin pour grandir. Et donc l'esprit d'équipe, c'est aussi ça. Je vais poser rapidement, on arrive au terme, 2 questions qui ne sont pas des questions auxquelles on répond rapidement, je suis navré. Et puis ensuite, Julien, peut-être vous voulez poser une dernière question. Il y avait dans votre livre peut-être deux points, sinon absents, du moins peu évoqué. Il y en a un qui est la question de l'Europe et du rapport à l'Europe, qui est aussi une communauté pour nous. Et puis l'autre aspect, il est, au fond, est-ce qu'on ne peut pas imaginer enfin on peut l'imaginer, que penser du fait que l'école, pour avancer, pour remplir beaucoup mieux sa mission essentielle, ne peut pas s'appuyer sur des alliés qui ne seraient pas une émanation directe d'elle-même. Il y a des établissements divers, il y a même des entreprises qui... Nous, on s'intéresse beaucoup à la Fondation au soutien scolaire. On publie une note à ce sujet demain. On distribue beaucoup de savoir dans la société de différentes façons. Il y a des outils qui sont évoqués. Vous avez un chapitre sur le numérique qu'on n'aura pas le temps d'évoquer, mais enfin qui est particulièrement intéressant et qui d'ailleurs m'a fait découvrir, je ne le savais pas, que vous aviez dès 1997 dans un livre évoqué cette dimension-là en parlant de la 4e blessure narcissique. C'est une thèse qui m'a paru très intéressante. Vous voyez comment, à la fois, il ne faut pas oublier l'Europe quand même dans tout ça, c'est essentiel. Et puis, pourquoi ne pas chercher des alliés vous en parlez pour les familles, mais comment profiter de toutes les ressources considérables qui sont dans la société en dehors du système scolaire et qui sont des sources de production de savoir qui, je pense, ne demandent qu'à aider l'école, au fond. L'Europe, c'est évidemment un sujet important aussi en matière d'éducation, même si alors le sujet éducation est typiquement un sujet pour lequel le principe de subsidiarité s'applique. Alors là, à plein. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure sur l'autonomie de l'établissement relève du principe de subsidiarité, et donc et ce jusqu'à un niveau européen par étapes successives. Et donc à l'échelle de l'Europe, il faut évidemment avoir des grands principes communs. Je voulais dire, pardonnez-moi, l'Europe comme objet, comme communauté enseignée à l'école, comme expérience commune. Nous sommes des Européens aussi. Alors, je vais répondre à ça, mais quand même, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a une direction générale d'éducation à Bruxelles, il y a un sujet éducatif européen, donc ça mérite aussi d'être discuté. La notion de socle de connaissances et de compétences, elle a été façonnée à un niveau européen avec les qualités et les défauts qu'il y a toujours dans ce genre de processus. Mais en tout cas, il doit y avoir des discussions à ce niveau-là. Il y a souvent des rencontres, notamment franco-allemandes, entre recteurs et responsables d'éducation néerlandais. Donc cette dimension européenne de l'éducation, elle est importante, ne serait-ce que pour favoriser la comparaison internationale dont on a un peu parlé. Et puis parfois, on peut avoir des enjeux même de contenu. Par exemple, s'agissant des mathématiques à l'école primaire, j'avais commencé à essayer de lancer quelques grappins, mais ça n'est pas allé beaucoup plus loin avec l'Angleterre. Et on aurait pu le faire avec d'autres pays, puisque les mathématiques
par définition, sont un sujet assez universel et pour lequel on peut comparer nos programmes, voir ce qui avance, ce qui marche et donc progresser à ce niveau-là. Mais ensuite, l'Europe en tant qu'objet d'étude, enfin en tant qu'élément de sensibilisation, donc elle est aujourd'hui assez fortement présente dans les programmes au titre de l'éducation civique ou au titre de l'histoire et de la géographie. Mais il est certain que c'est quelque chose qui pourrait avancer davantage, y compris dans la vie extrascolaire spécifiquement, enfin dans la vie associative par exemple que les élèves mènent. Et puis il y a donc l'autre point de votre question, c'est-à-dire comment associer l'extérieur. Je crois que c'est une question extrêmement importante parce que ça nous renvoie quand même de nouveau à une philosophie et à ce qu'on peut mettre derrière école de la vie. L'école de la vie, c'est aussi ne pas être sur la défensive, mais être à l'offensive. C'est-à-dire ne pas voir l'école. Vous savez, on dit souvent, à l'école, on lui demande trop, on lui demande tout, parce que la société a plein de problèmes, et à la fin, c'est à l'école qu'on demande de les résoudre, et elle est submergée par cela. Ce qui est d'ailleurs une description assez exacte de la réalité. Mais il faut passer au-delà de cette description et dire mais comment l'école peut être à l'offensive, c'est-à-dire comment elle est pourvoyeuse de solutions dans son environnement, comment est-ce qu'elle bénéficie de son environnement, comment est-ce qu'elle irradie quelque chose de positif dans son environnement. Parfois, dans les zones les plus difficiles, les chefs d'établissement, de facto, se sont mis dans cette situation. Ils sont vraiment des personnes qui apportent des solutions, des acteurs importants, un peu comme l'instituteur dans le village autrefois. Et comment on réussit à créer cette dynamique-là. Et c'est notamment, non pas en niant la spécificité de l'école, parce que là, sinon, on va voir d'autres types de contradictions qui vont nous dire « oui, mais alors, vous considérez que l'école, c'est comme le reste, c'est comme une entreprise ou des choses comme ça ». Pas du tout. L'école, c'est vraiment un lieu très spécifique, mais qui n'est pas une bulle au milieu de la société. Elle interagit avec les acteurs. D'où l'importance de faire intervenir ces acteurs, de les faire entrer. Et au premier rang desquels, les familles, évidemment. Et là aussi, on pointe une autre faiblesse française et un autre levier possible d'évolution future, c'est qu'aujourd'hui, les familles, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, et ce que je dis vaut surtout pour l'enseignement secondaire, parce qu'à l'école primaire, ça marche à peu près bien, les familles ne se sentent pas chez elles à l'école, et à la fin, ceci crée un cercle vicieux de la défiance, parce qu'il y a de l'agressivité, certains professeurs peuvent légitimement redouter certains comportements, les chefs d'établissement, il faut voir aussi comment les parents d'élèves sont représentés à un niveau national, les chefs d'établissement peuvent être agacés par justement encore des clivages stériles, alors même que des problèmes concrets pourraient être résolus par la discussion. Donc on est entré dans un cercle vicieux de la défiance dont on doit sortir. Et là, on retrouve un autre mot-clé qui est celui de la confiance. C'est-à-dire que ce dont le système a besoin, c'est de confiance entre les acteurs, tous les acteurs que l'on prenne. Et la confiance parent-école est une des confiances les plus importantes. J'aimerais avoir votre avis sur l'une des conséquences de l'accès généralisé à l'éducation. Je vais aller vite. On a connu une démocratisation de l'accès à l'enseignement secondaire depuis les années 60, d'abord au collège, après au lycée, avec les réformes successives. Aujourd'hui, enfin depuis une dizaine d'années, cette démocratisation concerne de plus en plus l'enseignement supérieur. Je vais citer quelques chiffres. Nous avons 8 fois plus d'étudiants dans l'enseignement supérieur aujourd'hui que dans les années 60. Nous délivrons en 2011 plus de diplômes de niveau Bac plus 5 que de diplômes de niveau CAP ou BEP. Donc il y a le master qui s'impose un peu comme la norme. J'ai noté une phrase dans votre ouvrage. Vous évoquez la question de l'adéquation entre le diplôme, le flux d'élèves et les débouchés professionnels. C'est une question que vous jugez essentielle. Donc je vais citer un dernier chiffre. En 2012, 150 000 diplômes de niveau Bac plus 5 émis et 37 500 recrutements de cadres juniors. Donc l'adéquation ne se fait pas. À côté de ça, il y a des postes à niveau Bac plus 2, Bac plus 3 qui ne sont pas pourvus. Donc est-ce que cette situation nouvelle ne donne pas de nouvelles responsabilités à l'éducation, notamment au lycée, et est-ce que ça peut passer par une montée en puissance du lycée technologique qui oriente vers des cycles universitaires plus courts? Je crois que vous le suggérez un peu dans l'ouvrage. C'est une question
très rapide. Et donc, il va falloir y répondre encore plus rapidement. Jean-Michel Blanquer, désolé, mais il faudra faire une réponse. En 1 minute. Donc, rapidement, un autre sens de l'école de la vie, c'est l'école tout au long de la vie. C'est-à-dire l'idée que, de toute façon, nous sommes entrés dans un autre monde où, alors d'abord, ça a toujours été vrai qu'on apprend toute sa vie, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et il faut aussi avoir en tête que des choses qui étaient tout à fait faisables autrefois ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, autrefois, ne pas avoir un diplôme, après tout, c'était pas vraiment, ça pouvait ne pas être un problème. Aujourd'hui, ne pas avoir un diplôme, quel qu'il soit, CAP ou doctorat, est clairement prédictif des problèmes que vous allez avoir dans la vie. Alors, il ne faut pas confondre le thermomètre et la cause. Il ne s'agit pas de donner les diplômes comme des faux monnayeurs, mais il faut bien prendre conscience qu'on est entré dans un monde où, de toutes les façons, il y a des enjeux de société qui sont comment est-ce qu'on fait encore société parce qu'on a une culture commune que l'on partage grâce à l'école, et d'autre part un professionnalisme que l'on a acquis au fil du temps et que l'on régénère en permanence en étant capable de s'adapter. Donc plutôt que d'avoir des objectifs de type 80% d'une génération doit avoir accès au bac, ce qui n'est pas forcément idiot dès lors qu'on intègre bac professionnel, bac technologique, bac général, c'est plutôt 100% d'une génération doit sortir du système avec quelque chose. Alors, quel est ce quelque chose? C'est le sens de votre question, et je n'ai que 30 secondes maintenant, donc c'est compliqué. Mais en 2 mots, c'est avoir les outils pour son avenir, les outils pour avoir un avenir ouvert. Donc, ça passe par un enseignement professionnel de grande qualité et dans lequel on a valorisé des choses comme par exemple la capacité à créer des entreprises. C'est un point très très important. Dans l'artisanat par exemple est un enjeu essentiel en lycée professionnel dans le futur, en lien avec justement l'environnement de l'établissement, etc. Et puis aussi pour les autres filières, que ce soit les filières technologiques qui mènent normalement naturellement à des formations supérieures courtes ou les filières générales, avoir dans tous les cas des approches en termes de passerelles. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez fait une filière courte que vous n'allez pas être à un moment donné être ingénieur. Et là on retrouve un autre problème français, je terminerai par là, cher Dominique Régnier, c'est le fait qu'en France on raisonne beaucoup sur l'âge de 20 ans. C'est-à-dire que tout se joue dans cette zone-là. Et c'est vrai à tous les niveaux, y compris et surtout d'ailleurs pour les élites. Là, alors qu'en fait, avec en plus l'évolution démographique mondiale, etc., il faut considérer qu'il n'y a pas d'âge décisif, que tout se joue en continuum, et que si âge décisif il doit y avoir, c'est plutôt 30 ans. C'est dans ces moments-là qu'on a commencé à faire la preuve de quelque chose. C'est pour ça que, par exemple, dans le monde des écoles de commerce, par exemple, le MBA est un diplôme si important, parce que c'est un diplôme que vous passez après avoir eu une première expérience. Je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'entrée dans la carrière des professeurs, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on peut valider quelque chose. Et puis c'est à ce moment-là que vous pouvez changer d'avis encore aussi. Et donc les passerelles, la fluidité, l'optimisme sur l'avenir qui conduit à l'idée qu'on peut toujours s'adapter grâce à la formation justement, mais que tout n'est pas joué d'avance dans des castes justement ou dans des cases. Eh bien, c'est très important et c'est au bénéfice de tout le monde et donc à la fin de la société en général. Je pense que l'expression école de la vie, elle renvoie aussi à ça, c'est-à-dire un décloisonnement qui n'est pas seulement dans l'espace, mais qui est aussi dans le temps. Je voudrais remercier chaleureusement Jean-Michel Blanquer, remercier tout autant Camille Bedin, François Garçon, Julien Gonzalez. Et je terminerai par une remarque et une citation du livre de Jean-Michel Blanquer. La remarque, c'est que nous sommes dans un moment historique très compliqué, où beaucoup de choses deviennent très fragiles. Et il est évident que l'école doit être considérée comme une pièce qui doit tenir le coup, sinon nous risquons vraiment de grands périls. Et l'une des phrases que j'ai notées, en tout cas, donc elle a dû me frapper dans le livre de Jean-Michel Blanquer, le contraire de l'éducation, c'est la démagogie. Il me semble que ça résonne dans les temps présents. Merci beaucoup à toutes et à tous.